Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, de l'industrie, du numérique, est notre invité ici à Bruxelles. Nous sommes en studio avec Jean Quatremer de Libération, Florence Autrey de l'AGFI, Pierre Moscovici, le commissaire européen en charge des affaires économiques et monétaires, a prévenu la semaine dernière. Oui, la France dispose d'un nouveau délai, après 2013, puis 2015, maintenant c'est 2017 pour rentrer dans les clous du pacte de stabilité sous les 3%. Mais attention, il prévient. Les réformes structurelles ne sont pas menées à un rythme et avec une diligence suffisante, alors des sanctions deviendront possibles. Les sanctions deviendront possibles. Et là, on parle de sanctions de 4 milliards d'euros, Emmanuel Macron. Donc ça veut dire que dans les 3-4 prochains mois, maintenant vous allez être sous surveillance dans les 2 prochaines années. Mais même dans 3 mois, il faut que vous fassiez des économies, que vous fassiez de nouvelles propositions à la Commission européenne. Ce qui a été rappelé, et je tiens quand même à le redire, il n'y a pas de nouveau délai qui est donné à la France, puisqu'il y a la confirmation du délai de 2017 pour passer sous la barre des 3%, qui est ce que nous avons voté précisément l'année dernière, et qui est notre loi pluriannuelle. Bon. C'est ce que la France a voté. C'est la vérité. C'est quand même la 3e fois que la France obtient un délai. Mais ça fait combien d'années que la France est potentiellement en procédure de déficit public excessif? Mais je vous arrête, en 2015, plus de 11 ans. Mais vous auriez dû être revenu sous les 3% plus de en 2015. Plus de 11 ans. Et donc, par exemple, en Belgique, ils sont absolument furieux. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils ont dû faire un effort de 20 milliards d'euros en l'espace de 3 ans. Ils disent, mais non, la France, on lui demande de faire un minimum d'efforts, elle n'est pas capable de le faire. 50 milliards en 3 ans, la France. Oui, mais la pente est de plus en plus raide. Voilà. Elle fait 50 milliards. Non, l'ajustement budgétaire qui a été fait en 2012-2013 était terrible. Il a été encore plus raide. Il a été fait par de la fiscalité pour partie. Et donc, pour ça que maintenant, nous l'avons dit, non seulement on le fait sur de la dépense, mais en plus, on finance les 40 milliards du pacte de responsabilité et de solidarité. Mais moi, je pense qu'il y a maintenant des ancres. Parce que... Non, mais ce qui est très important, je le dis honnêtement, parce que la France fait le maximum. Oui, mais ce sera le seul pays l'an prochain à être au-dessus de la barre des 4% mais non, je veux dire, la France, de déficit. Plusieurs années, de toute la zone euro. De 3%. On ne peut pas... Même de 4. De 4, oui. De toute la zone euro. La situation dans laquelle nous sommes arrivés en 2012 ne se corrige pas en un an. C'était une situation de déficit extérieur, déficit public, déficit de compétitivité. Bon. Elle est en train d'être infléchie. Notre coût horaire est repassé sous le coût horaire allemand en septembre dernier. On infléchit le sujet de la dépense publique. Donc tout ça est en train d'être corrigé. Il y a un travail énorme qui est en train d'être fait. Mais on ne peut pas en tirer les dividendes de manière immédiate. Maintenant, moi j'attire l'attention de tous. La France est la 2e économie de la zone euro. Quand l'Allemagne a fait les réformes structurelles qui l'ont conduite là où on sait, qui ne sont pas les réformes de la chancelière, mais les réformes du chancelier Schröder, faites il y a 10 ans, là où la France a commis l'erreur de ne pas les faire, elle a eu une procédure d'exception en termes budgétaires. Nous ne la demandons pas aujourd'hui. Mais de grâce, ne soyons pas encore plus sévères sur le plan budgétaire. Aucune économie de ce continent n'a fait ce que la France est en train de faire. C'est-à-dire en même temps, les efforts budgétaires au rythme où nous les faisons, les efforts de compétitivité au rythme où nous les faisons, dans une stabilité démocratique. Et donc, moi j'attire l'attention. Nous avons tous une responsabilité. La responsabilité de la France, c'est de tenir ses engagements budgétaires jusqu'au bout. Nous le faisson. C'est de faire les réformes pour elle-même et vis-à-vis de ses partenaires. Nous le faisons. Mais l'Europe a une responsabilité qui est de ne pas nourrir les populismes. Et à chaque fois qu'on va dans le sens qui consiste à dire vous n'allez pas assez loin, d'avoir en quelque sorte une approche qui ne serait que par le chiffre, sans regarder d'où on vient, sans regarder la dynamique, sans regarder l'anémie de la croissance européenne, eh bien, on fait le jeu des populismes. Oui, mais Emmanuel Macron... Et nous avons tous une responsabilité à cet égard. Je vous arrête là, parce que la France est quand même le seul pays à geindre sur le populisme. Tout le monde en Europe a fait des efforts. Et les pays du Sud ont fait plus d'efforts que la France n'en fera jamais. Je suis bien d'accord avec vous sur le plan budgétaire. Voilà, nous ne sommes pas en politique d'austérité. M'avez-vous entendu dire ça? Donc, mais simplement, à chaque fois, on dit, mais attention, si on fait un effort supplémentaire, on va aller faire davantage de populisme. Le populisme, on l'a en France depuis 20 ou 30 ans. Mais je suis d'accord, mais le Front National, il n'a pas existé depuis... A-t-il gagné des élections nationales? Souhaitons-le, parce qu'actuellement, Marine Le Pen actuellement est donnée à 30% dans les sondages. Rendez-vous en début d'année prochaine et on verra si dans quelques pays européens, il n'y a pas eu justement des problèmes de ce type. Mais moi, je dis juste, aujourd'hui, il y a le risque des populismes, il est plus fort que jamais, mais je ne suis pas en train de me protéger derrière ça, sinon nous ne ferions pas les réformes. Nous les faisons. Nous les faisons. Et ma conviction, c'est que les réformes, c'est le meilleur antidote contre le populisme. Parce que c'est montrer que le pouvoir politique, démocratique, républicain, n'est pas à l'arrêt. Donc, je ne suis pas en train de me protéger derrière le populisme, mais je suis simplement en train de dire, évitons le chiasme politique. Parce que pendant des années, parfois des décennies, certes, la France n'a pas fait son job.
Moi, je le reconnais. On n'a pas fait le job sur le plan budgétaire. On n'a pas fait le job sur le plan des réformes. Le job que vous demande Bruxelles, par exemple, c'est... Mais on est en train de le faire. La réforme des retraites. À ce moment-là qu'il faut taper dessus. Là, avec la nouvelle loi sociale, qu'est-ce que vous allez faire en matière de réforme des retraites complémentaires ? Est-ce que vous allez, par exemple, proposer 64 ans ? La réforme, alors vous savez, il y a des spécialistes, en effet, des annonces de réforme, c'est généralement ceux qui ne les ont pas fait quand ils étaient au pouvoir. Donc, si c'est ce à quoi vous faites référence, non, je parle de la Cour des comptes. Sauf parce que quelque chose m'est échappé, entre 2002 et 2012, les socialistes n'étaient pas au gouvernement, ils n'étaient pas en charge de ces réformes, ils ne les ont pas faites. Depuis 2012, nous avons fait des réformes. Les réformes complémentaires dont vous parlez, ils sont dans la main des partenaires sociaux. C'est le régime Agirc-Arrco. Ils ont jusqu'en juin pour négocier. Moi, je constate simplement une chose, c'est qu'ils ont toujours pris leurs responsabilités. Y compris quand il y a eu les décisions de gel et autres, ils les ont faites même avant les pouvoirs publics. Donc je fais confiance aux partenaires sociaux pour en juin arriver à des solutions d'économie. Vous êtes un des rares en Europe, parce que par exemple nos amis allemands, du côté d'Ingeborg Grässle, eux ils y croient pas. On écoute Ingeborg Grässle, l'eurodéputée de CDU. La France, ça va mal. Il faut vraiment faire quelque chose. Il faut un vrai partenariat social avec les salariés, avec les patrons. C'est plus difficile en France qu'ailleurs. Mais le secret du succès allemand, c'est là, c'est dans le dialogue social. Les syndicats, chez nous, ils ont compris que la globalisation et la mini-globalisation au sein de l'Union européenne nous forcent à faire quelque chose, à faire des pas en avant sans avoir peur. C'est pas facile de changer les choses. C'est pour ça que tenez bon et vraiment, je vous souhaite du courage. Voilà, tenez bon, je vous souhaite du courage, mais clairement pour elle, les syndicats français, ils n'ont pas encore compris les enjeux. C'est pas vrai. Sur l'Agirc-Arrco, les syndicats ont pris leurs responsabilités. Et ils ont pris d'ores et déjà, sur les années précédentes, des mesures qui n'étaient pas évidentes à prendre. Et c'était courageux. Il faut leur, là-dessus, pas pleinement le reconnaître. Et donc, d'ici juin, moi, je suis convaincu qu'ils prendront leurs responsabilités sur les équilibres de ce régime. Après, il y a d'autres décisions. Le Premier ministre l'a annoncé. Il a demandé... il a incité les partenaires sociaux à aller peut-être plus vite sur l'agenda de l'UNEDIC, qui est là aussi à la fois un levier de réforme économique et un levier d'économie. Parce que l'UNEDIC, comme vous le savez, est en déséquilibre. Et donc, ça, c'est un sujet qui, je pense, sera abordé dans les prochains mois par les partenaires sociaux. Mais, encore une fois, notre méthode, c'est de cadrer les choses par la loi. Quand l'État doit prendre ses responsabilités, il les prend. C'est l'objectif de la loi de modernisation du dialogue social qui est prise après un échec d'un dialogue au niveau des confédérations. Mais dans bien des cas, les partenaires sociaux nous accompagnent. Vous avez quand même donné un mauvais signal avec l'âge de la retraite à 62 ans. On a au moment de l'arrivée de François Hollande au pouvoir. Dire qu'il y a quand même un côté vache sacré. L'âge de la retraite, on n'y touche pas. Vous pouvez revenir en arrière par rapport à ça, justement. Les 35 heures, non, on n'y touche pas. Il y a eu un ajustement qui a été pris dans les mois qui ont suivi l'élection sur les carrières longues. Donc ça n'est pas pour tout le monde, vous le savez très bien. C'est pour les carrières longues, celles et ceux qui avaient commencé à travailler jeunes et qui se retrouvaient avec leur trimestre, mais en dessous de l'âge légal. Donc la mesure a été prise, c'était un engagement de campagne, c'était une mesure de justice. Son coût est d'ailleurs extrêmement modique. Et je pense qu'il ne faut pas la surpondérer. Ensuite, une réforme des retraites a été prise, qui est une réforme qui va dans le bon sens, mais qui n'est pas suffisante à terme. On le sait tous. Et donc, il n'y a pas de réforme. L'agenda aujourd'hui. Il va travailler jusqu'à 67 ans. Non, mais l'agenda. Mais on peut tout regarder. Moi, je pense que la réflexion qu'il faut ouvrir aujourd'hui, si vous voulez, le fond de ma pensée, c'est beaucoup plus une réflexion sur le travail de manière plus large que sur la retraite. Donc, le plus dur reste à venir. Non, c'est une réflexion sur le travail. Ce que je veux dire par là, la dureté du travail. Ça mais oui, c'est une réflexion. Ce qu'on a raté au début des années 2000. Au moment de ces premières réformes, parce qu'on reste toujours sur du paramétrique. Or, ce qui compte, c'est la nature du travail qui change. En effet, on rentre beaucoup plus tard dans la vie active, que ce soit les hommes et les femmes, les études durent plus longtemps, la vie professionnelle est plus hachée qu'elle ne l'était, il y a beaucoup plus d'instabilité. Je veux dire, le CDI dans un grand groupe toute la vie n'existe plus. Le temps de travail subi... Sauf pour les fonctionnaires. Le travail à temps partiel subi est une réalité qu'il faut prendre en compte, l'intérim aussi, les contrats à court. Et en effet, on le sait très bien, compte tenu des contraintes démographiques, il faudra travailler plus longtemps. Donc, moi, je pense que ce qui est le plus... Et ça, tout le monde l'a compris. Honnêtement, ça, tout le monde l'a compris. Bien sûr. Mais je pense que là, il y a un vrai débat économique et de société à avoir. Et il se prépare. Et vous, quelle est votre place dans ce débat ? Vous portez quel message ? Aujourd'hui, nous, on il faut être à 67 ans ?
Mais je pense que si vous lancez un débat en préemptant la conclusion... Jean Quatremer, dans un an, est à la retraite. Mais nous tous autour de la table, on peut travailler jusqu'à 67-70 ans. Le problème des professions que nous partageons, c'est même que, généralement, il faudrait avoir un âge limite, parce que c'est le problème de départ qui se pose. Les gens ne veulent pas partir, parce qu'il n'y a pas de pénibilité. Dans des pays comme en Suède, parce qu'il n'y a pas de pénibilité. Mais après, on ne va pas me faire croire qu'en effet, les gens qui travaillent de manière postée dans des usines, etc., on peut leur demander comme ça de travailler jusqu'à 67 ans. Mais même des agents, vous parliez des fonctionnaires qui sont au guichet, face au stress du public, des enseignants qui sont face à des élèves, leur demander de travailler jusqu'à 63-65 ans, c'est dur. Et donc, il faut réfléchir à plusieurs carrières. Il faut réfléchir à plusieurs temps. Et donc, la question, elle est beaucoup plus large. Et je pense que là, il y a un vrai travail économique, social, sociétal à mener et qui doit être lancé suffisamment tôt pour que les réformes émergent progressivement. Sur la notion de contrat de travail, la France, aujourd'hui, pâtit d'un dualisme. Mais c'est plus un sujet d'injustice qu'un problème économique. Oui. Le CDI, CDD. Près de 90% des embauches, elles se font en CDD. Et on le sait, ce sont les jeunes. Et donc ça fait partie des injustices. Je ne fais pas partie de celles et ceux qui pensent qu'aujourd'hui, la panacée en France, ce serait le contrat de travail unique. Pourquoi ? Parce que le contrat de travail unique, vous ne l'imposerez pas comme un Deus ex machina. Vous allez le négocier. C'est d'ailleurs ce que la loi Larcher impose en France. Ça relève de ce qu'on appelle l'article L1. Si vous faites ça, vous allez créer un contrat de travail unique qui ressemblera beaucoup plus au CDI qu'au CDD. Alors, on peut tous s'en glorifier après en disant c'est formidable, on aura accru les droits. Mais vous aurez réduit le nombre d'embauches. Donc, ce sur quoi il faut beaucoup plus travailler, c'est aujourd'hui de passer plus rapidement du statut de CDD au CDI, et c'est de travailler sur le statut de l'intérim également, qui permet de la flexibilité, mais en créant des droits pour les individus. Et donc, il y a des formes alternatives, en effet, de contrat de travail. Il y a une lutte contre la précarisation du contrat de travail qui doit se développer. Mais je pense qu'au stade où nous nous parlons, quand on a 10% de chômeurs, 25% des jeunes au chômage, la priorité n'est pas au contrat de travail unique. 25% des jeunes non formés. Vous ne pensez pas que le CDI tel qu'il existe aujourd'hui, avec les droits au chômage qu'il ouvre, est en soi Alors ça, c'est autre chose. Un obstacle. Moi, je ne pense pas que le CDI soit un obstacle, puisque, regardez, 80% du stock d'emplois en France sont en CDI. Par contre, c'est un obstacle à l'embauche quand vous avez insuffisamment d'informations sur les individus. Mais vous ne transformerez pas le CDI en contrat unique du jour au lendemain. Ça, je pense que c'est pas le bon chantier. Du jour au lendemain, certainement pas. Mais c'est pas le bon, à mon avis, à ce stade, le bon chantier vu le statut de notre économie. Le point que vous posez, c'est celui plutôt de l'UNEDIC et de ses équilibres. Et donc ça, c'est la réforme de l'UNEDIC dont les partenaires sociaux doivent se saisir pour préparer la nouvelle convention. Et c'est là où, en effet, il y a un sujet à la fois de justice et un sujet économique. Et donc l'UNEDIC, c'est en effet celle de la prise en compte des droits, des plafonnements, des durées d'indemnisation, etc. Et la prime d'activité pour créer des incentives pour que les gens reprennent le travail ? C'est donc l'un des chantiers qui a été lancé par le Premier ministre, qui sera précisé dans les prochains jours et porté par une loi donc relative à la modernisation du dialogue social et du travail. C'est l'idée de fusionner la prime pour l'emploi, qui avait été créée donc au début des années 2000 et qui aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de l'impôt sur le revenu, et le RSA, le revenu social d'activité, qui avait remplacé le RMI. D'abord pour simplifier, ensuite pour rendre le dispositif plus juste, parce que le RSA est peu demandé par ses ayants droit, et pour avoir une linéarité qui permet en effet de favoriser le retour à l'emploi. Monsieur Macron, vous avez parlé tout à l'heure du chômage des jeunes. Très souvent, on confond le chômage des jeunes formés, qui est très bas en France, qui est au niveau européen, et le chômage des jeunes non formés. Or, le problème massif qu'on a en France aujourd'hui, c'est celui de la formation, de l'éducation. Or, l'éducation, on constate, quand on veut changer juste un demi-jour de congé, vous avez 3/4 des enseignants qui sont dans la rue. Changer l'éducation en France, c'est manifestement quelque chose d'impossible. C'est un système qui produit de l'échec, même si personne ne veut le dire, parce que c'est pas être de gauche de dire que ça produit de l'échec. Donc là, est-ce que vous ne croyez pas que c'est une réforme fondamentale, mais plus fondamentale à la limite que le contrat unique, etc., celui du système éducatif français centralisé? Alors, le système éducatif français, il a des mauvais résultats quand on regarde les tests, on le sait très bien. Et ça, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. La ministre, d'ailleurs, de l'Éducation le dit, le sait, porte des réformes. Ensuite, quand on fait des réformes, c'est la grande injustice de beaucoup des sujets dont on parle, c'est que les effets se voient plusieurs années après. Et donc là, on mesure les incuries des années passées. C'est ça. Or, je pense que l'investissement qui a été fait sur l'éducation nationale en termes de création d'emplois pour former en particulier les enseignants me paraît aller dans le bon sens. Ce qui est vrai, c'est que dans les méthodes éducatives, on peut sans doute s'adapter davantage. Après, on a un problème qui est les 150 000 décrocheurs par an, pour revenir au problème du chômage des jeunes. Et donc, là-dessus, quelles sont les mesures qu'on prend ? 1,
avoir une politique dédiée sur ces décrocheurs. Ça fera partie des annonces du Premier ministre dans son comité interministériel pour la ville du 6 mars prochain. 2, des mesures très concrètes. Il faut faciliter le logement des jeunes, les dispositifs de garantie qu'on a pris. Faciliter la mobilité des jeunes. La réforme du permis de conduire, c'est une réforme pour les jeunes décrocheurs. Parce que la première chose dont vous avez besoin quand vous êtes un jeune qui a peu de diplôme, c'est d'être mobile sur le territoire. Et donc, quand vous avez un permis de conduire dont le délai moyen d'attente est de 98 jours, ce qui est le cas en France aujourd'hui, qui coûte en moyenne 1 500 €, eh bien, vous avez un droit, en effet, à ne pas avoir d'emploi, à ne même pas aller en chercher. Donc la réforme du permis de conduire, elle est fondamentale pour les jeunes décrocheurs. Et ça va leur permettre de devenir milliardaires ? 4, je vais y revenir parce que manifestement vous me cherchez sur ce point-là, donc je vais y revenir, vous inquiétez pas. Vous verriez 4, comment il s'enrichit en ce moment 4, sur notre dos. 4, c'est l'apprentissage. Parce que pour ces décrocheurs, et pour beaucoup de jeunes mal ou peu formés, c'est la transition vers le monde du travail qui est un échec français, qui est largement culturel d'ailleurs. Largement culturel, et c'est quand on se compare avec l'Allemagne, l'un de nos grands déficits. On forme très bien les jeunes sur le plan académique, mais quand ils décrochent sur le plan académique, les familles elles-mêmes dévalorisent ces formations. Et on le voit bien, on a des filières entières qu'on n'arrive pas à pourvoir. Et donc, il faut les revaloriser, mais il faut aussi favoriser l'apprentissage. Et donc, en restaurant les dispositifs d'aide, d'accompagnement, en simplifiant l'organisation, il y a trop d'acteurs dans ce monde-là, et en valorisant les entreprises et les artisans qui prennent des apprentis. Et ça, je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à se sortir de ce fléau. Pour ce qui est des milliardaires, puisque c'est votre obsession, moi j'assume totalement le fait, en effet, de dire qu'il faut pousser nos jeunes à réussir. C'est une très bonne chose. Réussir, c'est gagner de l'argent ? C'est une très bonne chose de réussir. Réussir, c'est gagner de l'argent ? Ça n'est pas seulement ça, mais réussir, ça peut être aussi gagner de l'argent. Et quand on donne cet exemple, ça paraît tout de suite être un crime. Je n'ai jamais dit... D'ailleurs, je serais à ce moment-là un être étrangement paradoxal. Parce que si j'avais considéré que réussir, c'est devenir milliardaire, je peux vous dire une chose. J'aurais en 2012 décidé tout, mais pas de devenir secrétaire général adjoint de François Hollande, et tout, mais pas de devenir ministre de la République il y a quelques mois. Parce que c'est pas là qu'on devient milliardaire. Donc, c'est pas la bonne attaque qu'il faut me faire à moi. Vous avez voulu lancer votre société de conseil financier. Mais simplement... Et finalement, vous avez été rappelé pour devenir ministre. Voilà. Mais donc je suis en train de vous dire devenir milliardaire. Pour moi, l'étalon de la réussite, il n'est pas que monétaire. Mais dans la réussite, il y a aussi l'argent. Pourquoi ? Quand un jeune se met à taper dans un ballon, on trouve ça formidable qu'il veuille ressembler à Ibrahimovic, et quand un jeune veut créer son entreprise, on trouverait ça honteux qu'il veuille devenir Google. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. On a des polémiques à l'égard de la vie de l'entreprise qu'on n'a pas à l'égard d'autres domaines. Et ça, c'est propre à la France ? C'est en particulier l'un des traumatismes français, qui est cette volonté d'égalité qui s'est transmise en égalitarisme jaloux. Eh bien, être de gauche, ça n'est pas être un égalitaire jaloux. Être de gauche, c'est recréer à chacun des moments clés de la vie l'égalité des chances, l'égalité des possibles, l'égalité des options. On n'est pas de gauche quand on accepte un système éducatif qui est injuste. On n'est pas de gauche quand on accepte qu'il y ait des jeunes qui aient moins de droits que d'autres. On n'est pas de gauche quand on accepte qu'à certains moments de la vie, quand on tombe au chômage, on n'ait pas les mêmes droits que d'autres. Ça, c'est des vraies questions. Mais pousser les jeunes à réussir dans notre pays, à aller le plus loin possible, parce que c'est comme ça qu'ils créeront des emplois, c'est comme ça qu'ils redéploieront aussi de la richesse, avec notre modèle social, qui est notre préférence collective, qui ne changera pas parce qu'il y a de la réussite autour de nous, eh bien, qu'on m'explique en quoi ça n'est pas de gauche. Moi, je pense surtout que c'est rétrograde et envieux de faire des procès d'intention à ceux qui poussent les jeunes à réussir. Et donc, je continuerai, chaque jour que Dieu fait, à pousser les jeunes à réussir. Parce que la République française, elle marche à ça. Et moi, même le dimanche. Yann Anthony Noguès vient de découvrir ce qu'était la gauche. Il est tout ému. Vous avez vu, silencieux. Oui, parce que jusqu'ici, je vous regardais en pensant voir un homme de gauche et je vous avoue que j'étais un peu perdu. Merci infiniment, Emmanuel Macron, ministre de l'économie, d'avoir été notre invité dans 500 millions d'Européens. On vous souhaite bon courage. Merci, mais il n'y a pas de problème. On continue.